Madame, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans un instant le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2019 avec le ministre Oswald Omeki. Ce 22 mai, la communauté internationale a célébré la 26e journée internationale de la diversité biologique. Dans ce cadre, l'administration forestière béninoise a effectué une visite au jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Avec plus de 7 milliards de dollars en dépenses à la fois pour l'organisation logistique pour permettre aux quelques 900 millions d'électeurs de choisir leur candidat et pour la campagne des plus de 8000 candidats à travers le pays, les législatives indiennes deviennent les élections les plus chères du monde. Nous en parlerons. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement a tenu ce mercredi 22 mai 2019 son traditionnel conseil des ministres. Au titre des décisions, il est désormais interdit d'importer au Bénin les feuilles de tôle ondulées, galvanisées, non laquées. Création d'un fonds de soutien des micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Suivez ici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non laquées en République du Bénin. Selon les spécialistes, les tôles galvanisées de couleur grise, utilisées pour la toiture des habitations en reflétant les rayons solaires, causent de réelles nuisances aux yeux. Au terme du présent décret, les producteurs, distributeurs et utilisateurs disposent d'un délai de 12 mois pour l'écoulement ou l'utilisation de leurs stocks actuels. Le Conseil a par ailleurs adopté les mesures normatives portant nomination des membres des conseils d'administration de l'Agence nationale de la gestion de la gratuité de la césarienne, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Approbation des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et approbation des statuts du bureau enquête accident BEA. Création d'un fonds de soutien au financement des micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la création de ce fonds en vue d'encourager et de promouvoir davantage l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et pour soutenir financièrement les micro, petites et moyennes entreprises. Ce 22 mai, la communauté internationale a célébré la 26e journée internationale de la biodiversité. Et dans ce cadre, l'administration forestière béninoise a effectué une visite au jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Cette visite a été initiée en faveur des apprenants avec pour objectif de présenter le jardin botanique et de les informer sur l'importance, l'utilité et la protection de la biodiversité. Compte rendu Carnot, François Rungbele-Rintor et Fiacre Voitan. Promulguée par l'ONU, la 26e édition de la Journée internationale de la biodiversité a été pour l'administration forestière l'occasion d'organiser une visite au jardin botanique afin de sensibiliser des étudiants sur les enjeux de la biodiversité. Le lieutenant-colonel Abdul Razak Adibi a précisé avant toute chose les raisons du choix porté sur cet espace vert. L'administration forestière consacre cette journée-là en général à la sensibilisation des populations sur la valeur de la biodiversité et sur sa conservation. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons ici une visite et avec essentiellement des apprenants
pour leur montrer un peu ce que ce jardin-là regorge comme biodiversité et en même temps les sensibiliser quant à sa conservation. Vous savez, les messages qui concernent la conservation passent beaucoup plus au niveau de la couche juvénile plutôt qu'au niveau des personnes plus âgées. La délégation constituée des élèves et des étudiants en biodiversité a eu droit à une visite guidée sur plusieurs étapes. Aujourd'hui, on leur a présenté le jardin botanique de manière succincte. Ensuite, on leur a donné l'historique, les objectifs poursuivis par les jardins, à savoir 5 objectifs. Le premier, c'est la formation. Le deuxième, c'est la conservation. Le troisième, c'est la recherche. Le quatrième objectif, c'est la promotion de la médecine traditionnelle. Et le cinquième, c'est l'éducation environnementale et l'éducation en général de manière particulière. On a dit ce que représente la biodiversité, ce que compte la diversité biologique que regorge le jardin botanique et zoologique Edouard Djanomou de l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, en ce qui concerne la journée internationale de la biodiversité ou bien de la diversité biologique, l'accent a été mis sur les espèces alimentaires et puis les espèces médicinales. Au thème de cette visite, certains apprenants ont livré leurs impressions. Mes impressions sont très bonnes parce que cette visite nous a permis de découvrir pas mal de choses. J'ai retenu qu'il ne faut pas aussi mettre de côté ce qu'on a comme richesse floristique, les vertus de certaines plantes. Il ne faut pas les égarer et dire chaque fois que nous irons prendre des produits à la pharmacie et de s'inspirer de ce que nous offre la nature pour nous soigner et nous alimenter avec. Nos impressions sont très bonnes. On a eu à découvrir beaucoup de choses ce matin sur l'utilité et l'importance de la biodiversité. Je pense qu'on doit accorder beaucoup plus d'importance à notre biodiversité en ce sens qu'elle constitue notre environnement, notre alimentation. On dépend de cette biodiversité, donc nous avons intérêt à la conserver. Abdoul Razak Adibi, directeur de la conservation et de la protection des ressources naturelles à la Direction générale des eaux et forêts, a profité de l'occasion pour lancer un appel. J'invite chacun à réduire un tant soit peu cet impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles et à s'orienter beaucoup plus vers des activités, des modes de vie qui protègent l'environnement, qui protègent la diversité biologique. Notons que cette sortie a été marquée par la mise en terre d'une cinquantaine de jeunes plants, la mise en liberté de certaines espèces animales dans la nature, la visite du laboratoire d'entomologie agricole de la FSA et la visite du centre de formation et de recherche en hydrobiologie et aquaculture. Il faut dire que dans le cadre de la célébration de cette 26e journée internationale de la diversité biologique, dont le thème de cette année est notre biodiversité, notre nourriture, notre santé, Joséa Dossou Bodrenou et Patrice Sagbo, tous deux naturalistes, se sont prononcés sur l'importance de cette journée. Suivez. Le thème retenu pour cette année, c'est notre biodiversité, notre nourriture et notre santé. C'est une occasion choisie par les Nations Unies pour attirer l'attention de tout le peuple sur l'importance de la biodiversité, ce que la biodiversité représente pour nous. Et surtout, c'est que sans la biodiversité, nous n'avons pas de nourriture sur Terre. On ne mange pas de l'or, on ne mange pas le diamant. C'est les végétaux, c'est les plantes, c'est les animaux que nous mangeons. C'est tout ce qui nous entoure, qui est biologique, qui a de vie, c'est ça que nous consommons. Et c'est ce que nous consommons qui est notre santé. Et si ce que nous consommons est pollué, si ce que nous devons consommer n'existe plus, il y a problème. D'abord pour notre subsistance, mais surtout sur notre santé. Et c'est pour cela il est important aujourd'hui d'attirer l'attention, que chacun se dit ce qu'il fait dans son milieu, si ça pourrait avoir d'impact négatif sur l'environnement, sur sa biodiversité, chacun doit prendre conscience pour agir positivement et produire ce qui va nous donner plus de santé. Et comme ça, la biodiversité serait mieux préservée dans nos pays. C'est la biodiversité qui nous guérit, qui guérit des maladies, qui nous procure des médicaments, qui nous donne de la nourriture, la viande, le poisson et tout ça. C'est ça, quoi. Donc, nous devons réfléchir, est-ce que ce fétiche-là, qui nous donne la vie, là, se porte bien? Nous devons chaque jour aller vénérer ce fétiche pour voir, est-ce que tu te portes bien?
et on lui a donné de l'huile pour dire continue toujours à nous protéger. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, là, vous-même vous savez, ça ne marche pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on nous interpelle pour dire n'oubliez pas que votre vie dépend de cette biodiversité, votre santé dépend de cette biodiversité. Si vous l'empoisonnez tous les jours, vous serez aussi empoisonné et votre vie sera abrégée. Autre information dans ce journal, l'opposition réunie ce mardi 21 mai 2019 a réagi suite au message du président Patrice Talon adressé à la nation. Dans la déclaration lue par Éric Rondoté, l'opposition estime qu'il ne peut y avoir dégel de la crise politique sans la libération du Parlement. Suivez. Le problème qui enlise actuellement le Bénin et sa démocratie n'est pas un problème de texte. Et la résistance n'a de cesse de le redire. Elle ne s'est jamais opposée à un texte et ne s'est jamais non plus méprise à se conformer à un texte. Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair pour que l'on continue de s'y tromper. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable. Aucune opposition responsable ne peut concéder ce que le peuple souverain a si énergiquement rejeté et pour lequel il a déjà consenti de lourds sacrifices. Vous le savez déjà, la 8e législature est désormais installée au Bénin. Quelles sont les attentes des acteurs de la société civile de la nouvelle législature? Retrouvons les naturalistes Joséa Dossou Boudrenou et Patrice Tagbo qui se sont prononcés sur la question. Nous, en tant qu'environnementalistes, ce que nous attendons de cette législature, c'est les dossiers en instance. Nous avons lu pauvre. On a tout fait pour que les députés de la 7e législature comprennent l'importance de ce test, qui n'est pas un test de l'international. C'est quelques individus qui ont voulu se mettre ensemble pour vendre et prendre en otage et privatiser toutes les semences du monde entier. L'UPOV, c'est ça. Donc ce n'est pas une convention des Nations Unies qui va faire du bien à tout le monde. C'est des businessmen qui sont rencontrés pour le faire. Donc nous disons que lorsque nous faisons ça, nous allons mettre nos populations à jeun. On va les déposséder de leurs ressources, de leurs semences, et nous allons rester à jeun. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nous, nous le disons pour nous tous. Donc il n'y a qu'à regarder dans ce sens pour que ce décret soit enlevé totalement de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse autre chose. Nous devons avoir au niveau de cette 8e législature une prise de conscience des problèmes, des défis qui existent aujourd'hui au niveau international en matière de l'environnement, mais aussi au niveau de notre pays. On ne doit plus rester seulement dans les discours changement climatique et autres. Au niveau local, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voudrions demander à ce que cette législature travaille avec chaque acteur, chaque partie prenante et surtout la société civile pour que les préoccupations de la société civile soient prises en compte en matière de gestion de nos ressources naturelles, en matière de gestion de notre environnement, en matière de législation vis-à-vis de notre environnement. Autre chose, c'est que pourquoi ne pas légiférer dans notre pays pour que la plantation des arbres devienne une priorité pour le pays? Parce que, vous voyez, plus de 35 ans, on est en train de faire la sensibilisation pour planter des arbres. Il est difficile pour le Béninois de planter même un arbre devant sa maison. Si on légifère et on amenait chaque citoyen, chaque maison, chaque individu à planter des arbres, je crois qu'on devrait régler beaucoup de problèmes en matière de débats sur les changements climatiques dans notre pays. Drapeau soudanais brandi, nous sommes en interactualité, V de la victoire et cri de ralliement. Les manifestants rassemblés devant le QG de l'armée à Khartoum restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils malgré l'impasse dans les négociations entre la contestation et les militaires depuis la destitution par l'armée le 11 avril du
président Omar, la destitution bien sûr par l'armée le 11 avril du président Omar el-Béchir qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 3 décennies. Un conseil militaire de transition a pris le pouvoir lundi soir. Les négociations sur une transition politique n'ont abouti à aucun accord. Chaque parti militaire et mineur de la contestation souhaite obtenir la présidence et la majorité des sièges au sein du futur Conseil souverain. Suivons ici un extrait des propos de la déclaration des manifestants. Tout le monde devrait être flexible dans la négociation, que ce soit le Conseil militaire ou les forces de l'opposition, pour sortir de la crise. Si les manifestations continuent, l'escalade et mettent la pression pour la désobéissance civile, ça pourrait donner l'opportunité aux détracteurs de la révolution de nous attirer vers la violence. Les marches de l'escalade de notre côté sont la désobéissance civile et la grève politique. Nous avons vu des grèves d'employés dans les banques, les entreprises privées et publiques, tous appelant à l'escalade et paralysant le mouvement d'État. Nous espérons que nous n'allons pas aller jusqu'à la grève complète. Il est nécessaire pour le peuple soudanais d'aller jusqu'à la désobéissance civile. Le peuple soudanais devrait sortir comme il l'a fait le 6 avril pour mettre la pression sur le conseil militaire et nous donner une pleine autorité. Je demande au conseil militaire d'arrêter de tergiverser parce que ça va donner aux islamistes une plus grande chance de s'émanciper et ça va leur donner l'opportunité de cacher les papiers et les documents prouvant qu'ils sont impliqués dans des actes de génocide, de blanchiment d'argent et d'assassinat politique au Soudan. Les députés sud-africains du Congrès national africain, ANC, qui a remporté 230 sièges sur 400 aux législatives du 8 mai, prêtent serment et ont élu le chef de l'État lors de la première séance post-électorale du Parlement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est élu ce mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai. Puis il présentera vraisemblablement ce week-end son nouveau gouvernement. L'ANC au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994 a réalisé le 8 mai le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales. 57,5%, mais a conservé la majorité absolue au sein de la Chambre basse avec 230 sièges. La réélection à la présidence du pays de son chef Cyril Ramaphosa est donc une pure formalité. Monsieur Ramaphosa, 66 ans, dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de Jacob Zuma, poussé vers la sortie par l'ANC en raison des forts soupçons de corruption pesant sur lui. Le chef de l'État sortant s'est fixé comme mission de nettoyer le parti et l'État de la corruption et de relancer l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Un homme de 36 ans, originaire de Mulhouse, est jugé ce mercredi à Paris pour avoir proféré des injures à caractère antisémite envers le philosophe Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation, bien sûr, de Gilets jaunes à Paris en février. À cette occasion, nous vous rediffusons les images de l'altercation qui avait eu lieu le 16 février. Suivez. Poursuivi pour avoir proféré des injures à caractère antisémite envers le philosophe Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris en février, le prévenu âgé de 36 ans devra répondre d'injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion devant la 17e chambre du tribunal correctionnel. Sauf constitution de partie civile de dernière minute, l'académicien qui
n'a pas porté plainte devrait être absent à l'audience. Le philosophe avait été violemment invectivé par des manifestants en marge de l'acte 14 du mouvement à Paris le samedi 16 février. La scène avait suscité une vague de condamnation par l'ensemble de la classe politique. Barbu, gilet jaune sur le dos, visiblement très énervé, le prévenu, un vendeur de téléphone du Rorim, est l'homme le plus reconnaissable sur les vidéos qui ont circulé. Il est reproché d'avoir crié plusieurs insultes et invectives à l'adresse du philosophe, espèce de sioniste, grosse merde, elle est à nous la France, ou encore sale race, ou t'es un haineux et tu vas mourir. Il a, c'est vrai, proféré quelques insultes, mais aucun caractère raciste ou antisémite ne peut être retenu, a réagi auprès de l'AFP son avocat André Chami. Sioniste, c'est une idéologie politique, pas une religion, pas une communauté, a-t-il estimé. Selon l'avocat, le prévenu a invectivé le philosophe, une personnalité clivante, à cause des idées portant atteinte à la fraternité et au vivre ensemble. En février, une source proche du dossier décrivait cet homme comme un petit délinquant proche de la mouvance salafiste, mais pas fiché radicalisé. Le prévenu, qui a perdu son emploi dans la téléphonie en Suisse en raison de cette affaire et vivote aujourd'hui avec sa propre entreprise en Alsace, sera présent à l'audience selon son défenseur. Autre élément dans cette édition, finit la polémique Okja, film Netflix sélectionné en 2017. Le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho revient à Cannes avec Parasite, un drame familial magistral matinée de thriller qui met en scène la violence des inégalités sociales avec une grande maîtrise formelle. Je ne pense pas que les problèmes dont parle ce film se limite à la société coréenne. Il montre vraiment des détails intimes de l'humanité, a indiqué à l'agence France Presse Song Kang-ho, acteur incontournable du cinéma coréen. Suivez. Le plus important, c'est qu'il soit montré au monde entier. Je ne pense pas que les problèmes dont parle ce film se limitent à la société coréenne. Le personnage que je joue, qui représente la figure paternelle, est très complexe. Il montre l'ambition, le côté pathétique de la figure paternelle dans la société moderne. J'ai donc vraiment ressenti un ensemble complexe d'émotions avec ce personnage. On peut dire qu'il est presque comme un serpent, comme une créature glissante qui est capable de s'adapter, de se mouvoir et de nager en fonction de l'environnement qui l'entoure. Quand je jouais, je ne faisais pas vraiment la distinction entre le rôle comique et le rôle dramatique. Il s'agissait plutôt de m'adapter naturellement aux changements auxquels le personnage est confronté. C'était plus comme si j'observais l'environnement. Donc je pense que quand le public le voit, il semble que le personnage change naturellement avec le ton du film. Travailler sur ce film ressemblait beaucoup au tournage de Memory of Murder, parce que le film montre vraiment des détails intimes de l'unanimité et ce mystère qui survient dans la société. Le film est à la poursuite de ce mystère. Le maire déchu d'Istanbul lance une nouvelle campagne municipale. Il a déclaré qu'il allait mener une révolution pour la démocratie avant le nouveau scrutin du mois prochain. Avec plus de 7 milliards de dollars en dépenses à la fois pour l'organisation logistique pour permettre aux quelques 900 millions d'électeurs de choisir leur candidat et pour la campagne des plus de 8000 candidats à travers le pays, les législatives indiennes deviennent les élections les plus chères du monde, battant le record de la présidentielle américaine de 2016 et c'est 6,6 milliards selon un think tank basé à New Delhi. Suivez cet extrait. Cette élection a coûté plus de 7 milliards de dollars à l'Inde.
Jusqu'à récemment, l'élection présidentielle américaine était censée être la plus coûteuse, mais l'Inde bat aujourd'hui le record mondial des élections les plus coûteuses. Selon le rapport, 20% des dépenses seraient illégales pour des pots de vin ou des cadeaux. Pourquoi les coûts électoraux augmentent d'une élection à une autre? C'est que l'électeur reçoit de l'argent, ce que nous appelons le phénomène agent contre vote. C'est un quiproquo pour que les électeurs soient payés directement en espèces et ceux qu'ils sont payés ne cessent d'augmenter. Parce qu'aucune action n'est prise, rien n'est fait. Le problème se multiplie d'élection en élection et cela s'ajoute au problème du pays sur le plan de la corruption, de la gouvernance et nos racines démocratiques. Si nous ne réglons pas ce problème, cette dépense de 7 milliards de dollars pour cette élection en 2024, c'est-à-dire dans 5 ans, pourrait dépasser 10 milliards de dollars. On ne peut pas se le permettre. La démocratie doit être protégée. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité et surtout restez scotchés à votre télévision Eden TV. Bonne suite de nos programmes et à très vite.